Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Dans le sommaire, nous irons à la découverte d'un savoir-faire endogène légué par les aïeux à leur descendance pour soigner des cas de fracture suite à un accident ou bien d'autres incidents. À Tindji, dans la commune de Zakota, une famille connue pour sa grande réputation et sa parfaite maîtrise de ce savoir-faire. Reportage à suivre. Ensuite, aux alentours de certains établissements scolaires, c'est le phénomène de baby-foot qui occupe les apprenants pendant des heures de cours. Ils s'adonnent à ce jeu de distraction qui, vous allez le voir, n'est pas sans conséquence sur les résultats scolaires de ces élèves. Et puis enfin, à Guéhi-Commun, dans l'arrondissement d'Amagandan, les populations ne cessent de se plaindre de la poussière émise par la cimenterie de Sekandi. De quoi révèle-t-il concrètement? Une équipe de rédaction est allée faire le constat que vous allez suivre dans un instant. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue donc dans ce 13h au Bénin suite à un accident ou bien d'autres incidents. Plusieurs personnes se retrouvent avec une entorse, déboîtement ou une fracture. Le traitement prend non seulement du temps, mais s'avère onéreux avec parfois une incertitude dans la guérison. Dans la commune de Zakota, à Tindji plus précisément, un savoir-faire endogène légué par les aïeux à leur descendance existe et permet d'obtenir des résultats satisfaisants. La famille Alain Renon est un dépositaire. Elle traite depuis des générations divers cas de fractures, d'entorses et autres maux du genre. Le sujet a intéressé notre rédaction de bureau régional Cana 3 de Boïkan. Suivez le reportage réalisé par Imet Elena Moussou. C'est un savoir-faire endogène vieux de plusieurs siècles. Il a été transmis de génération en génération et se perpétue encore aujourd'hui. Ces connaissances et pratiques de la tradition réussissent parfois là où même celles modernes et scientifiques manquent de résultats probants. Dans le village de Tindji à Zakota, des patients souffrant d'entorses, de déboîtement et de fractures à l'épaule, la jambe, le bras, la cuisse ou toute autre partie du corps se font soigner et obtiennent satisfaction grâce à des traitements traditionnels. No, akalo meno swene, le coïton. Et wa bayo, et puis fichile, le codo chichi. Bon, doit dire. J'ai eu un choc et malheureusement j'ai cassé une cuisse. C'est ma raison d'être ici. Sinon j'étais même à l'hôpital. J'ai fait quelques 3 jours là-bas. Mais j'aurais appris que ici c'est plus rapide que là-bas. C'est ce qui m'a amené ici. On place dans boy ça va pompier la somme ça un toto le coton il dormait quand à ça quand j'ai enterré doit ça refile donc quand deux gamins il y a 120 000 fitel quand ta sous le confie il assez fitel sur le fiboton fibo la dormir donc et watio et na ya nuit on a bon ka fait no boy blo son dopo. Parfois, le traitement à l'hôpital ne réussit pas et on est obligé de venir ici. Donc, il vaut mieux directement se faire traiter ici. La guérison pour ces patients est assurée par des hommes et femmes d'une même famille. La quasi-totalité de la descendance à l'Inclénon possède ce don pour peu qu'ils respectent certaines règles et se rendent disponibles à apprendre auprès des géniteurs et anciens. Le début, ils ont touché avec de l'eau, avec des tisanes préparées. L'eau est chaude et ils touchent avec ça, ils touchent avec des pailles coupées, ils touchent avec ça, tout touche. Et il y a quelque chose comme, comment dirais-je, et beurre de karité. Et il passe beurre de karité là. Et il prend le paille coupé là pour emballer jusqu'à un niveau donné. Et ils vont attacher ça. Après avoir attaché, et ils vont faire chose là, bander avec le bande. Avec bande blanc là, ils attachent ça. Quand on exerce ce savoir-faire, on ne mange pas salé le matin avant de démarrer. Très tôt, il faut chauffer les tisanes. Le traitement se fait selon le type et la forme de la fracture. Nous avons nos méthodes et nos instruments.
Certains restent chez eux et nous allons leur administrer les soins. Quelle que soit la fracture, nous traitons tant que c'est encore possible. Nous avons eu à traiter des cas graves. À l'arrivée d'un parmi eux, il n'y avait plus d'espoir, mais nous avons réussi. Le traitement peut être administré à toute personne, quelle que soit son appartenance religieuse. Il est en effet fait à base de décoction, de tisanes et pommades de fabrication traditionnelle. La force spirituelle de la guérison est octroyée par l'ancêtre totémique Torio de la famille. L'histoire raconte qu'ils ont hérité du savoir-faire de leurs aïeux. Ces derniers auraient été emmenés pour servir le roi. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas du gris-gris. C'est un héritage que nous perpétuons. Seuls les descendants de la famille Alinhleno pratiquent ce savoir. Nos filles mariées peuvent le faire, mais leurs enfants non. Les tisanes sont faites à base d'ingrédients divers. Immobilisés pendant 3, 4 ou 6 mois selon la gravité du mal, les patients sont hébergés par leurs soignants. Ils sont parfois plusieurs dans une même case. Ces conditions d'hébergement posent un problème d'hygiène. À ceci s'ajoutent les difficultés financières soulevées par la majorité des patients. Parfois, l'immobilisation est nécessaire pour accélérer la guérison. Comme c'est un don, nous ne taxons pas les patients. Nous avons besoin non seulement de salles, mais aussi de cannes et de ceintures diverses. Le traitement des diverses fractures réussi à Tenji vient une fois encore mettre l'accent sur la disponibilité de solutions traditionnelles efficaces à des problèmes sérieux. Face aux difficultés qui entravent la valorisation de ce savoir-faire endogène, les praticiens en appellent à l'accompagnement de personnes de bonne volonté ou des organisations non gouvernementales. Dans le cas présent, ces guérisseurs souhaitent la construction de salles d'hospitalisation dont la gestion et l'entretien seraient définis et confiés à un comité composé des membres issus de chacune des parties. Et bien voilà, poussons les portes de nos écoles à présent. Enquête sur ce que vos enfants mangent à l'école. Vous vous posez sans doute assez de questions. Dans quelles conditions les mets sont servis à l'école? Quel est le suivi, l'ambiance de la récréation de vos enfants? Nous avons passé une demi-journée à l'école primaire publique Charles Guillot de Cotonou, aux côtés des écoliers. Dans cette école, le directeur Richard Runjo a mis tout un système en place pour permettre aux enfants, petits comme grands, de pouvoir jouir de ce moment de pause. Après une demi-journée passée dans cette école, voici ce que nous proposent Idrissou Boukari et Deron Pévi. Premier jour de la semaine à l'école primaire publique Charles Guillot de Cotonou. Sur la cour de l'école, silence radio. Bonjour, monsieur. Dans les classes, écoliers et enseignants sont en pleine activité. Active le feu. Son ami Ayaba. Pendant ce temps, on aperçoit des dames faire leur entrée dans l'école, bras chargés comme la tête aussi. C'est en réalité elles qui vendent à manger aux enfants ici pendant la récréation.
En attendant d'accueillir leurs jeunes clients, elles ont le devoir de mettre les lieux au propre. Après le nettoyage du réfectoire, il faut disposer les mets cuisinés aux écoliers ce jour. Sur les tables, les repas sont diversifiés. Un peu plus, les enfants aiment surtout la salade et le sandwich avec les macaronis, les spaghettis en fait. Mais à propos, ils viennent payer bien, ça va. Il y a à partir de 50 francs que je les vends, 75 francs et 100 francs. Avant le coup d'envoi de la récréation, la responsable chargée de la nutrition au niveau de l'école fait un tour au réfectoire. Sa mission, vérifier la qualité des mets qui seront servis aux enfants dans quelques minutes. Elle observe, questionne et goûte les plats. À la fin, elle donne son feu vert. Si il y a par exemple un mets qui n'est pas adapté, qui n'est pas bon, là, il n'y aura pas de vente de cette nourriture. C'est bien fait et les enfants peuvent manger. Donc si j'ai pu manger, les enfants peuvent aussi en manger. Il n'y a pas de défaut. Oui, on peut lancer la récréation. Et la récréation va commencer un peu avant l'heure, conformément à la stratégie mise en place par l'école. Quelques minutes avant 10h15, ce sont les écoliers du CI et du CP qui ouvrent le bal. Ils sont les plus petits et les plus fragiles. La stratégie vise à éviter les bousculades des plus petits et leur permettre eux aussi de profiter de ce moment. Maintenant, on peut sonner la cloche pour annoncer la récréation. C'est au tour des plus grands de prendre une pause pour se ressourcer. Chacun a sa préférence. Elle a donné moi la pépin. Elle est venue à l'école, elle dit moi, on partit manger la pâte. Le père est là, manger la thé bon. Je mange pain parce que c'est doux. Je mange macaroni. C'est maman qui a préparé ça à la maison à l'école. Pendant la récréation, j'ai mangé à tassi et œufs. J'ai acheté pour 50 francs et je suis rassasié. Dans le rang des écoliers, on découvre des visiteurs. Ils sont des anciens apprenants de cette école et désormais élèves au CGB Gamay. Mais aux heures de la récréation, ils préfèrent revenir au bercail pour manger. Difficile pour eux de se séparer des mets qu'ils ont consommés ici pendant 6 ans. Le mets de cette école est bon. Je mange beaucoup et on me donne l'argent pour manger dans cette école. Quand j'étais dans cette école, je mangeais du riz et du pain. Quand j'étais au CM2, j'étais habitué de manger ici. J'étais doué, c'est bon. J'achète à tassi avec du pain. La récréation se déroule sous la supervision du maître de la semaine. Isolé et discret, il suit les mouvements de chacun et interpelle ceux qui s'adonnent aux jeux brutaux. Tout est bien organisé par ici. Le directeur profite bien de ce système qu'il a mis en place et qui lui évite des situations difficiles à gérer. Nous estimons qu'en faisant cela, les plus petits ont déjà le temps de prendre les plats, de se servir ou du moins de manger et d'être à l'aise, de pouvoir peut-être déjà se laver les mains, boire de l'eau sans être bousculé par les plus grands. Souvent, nous constatons qu'il y a ces bousculades autour des mets et par conséquent, ce n'est pas un bon spectacle, surtout que dans cette bousculade ou cette manière de faire, les enfants peuvent être lésés. Certains peuvent ne pas pouvoir être bien servis ou ne pas pouvoir bien manger. Et donc, notre stratégie consiste à mettre tous les enfants à l'aise pendant la récréation. À 10h30, la cloche sonne une seconde fois et c'est le retour des écoliers en classe. Abdul Moukabi et ses camarades regagnent eux aussi leur collège en attendant de revenir sans doute le lendemain. En moins de 30 minutes donc, tous les enfants ont été servis et les cours peuvent se poursuivre. La récréation à l'école primaire publique Charles Guillot de Cotonou, c'est aussi un moment d'expression de solidarité et de partage.
Direction Parakou à présent, où le phénomène de baby-foot gagne de plus en plus les alentours de ces établissements scolaires. Tenez-vous tranquille, des apprenants pendant des heures de cours, ça donne à ce jeu de distraction. La situation n'est pas sans conséquence sur les résultats scolaires de ces élèves. Jacques Degbé et Socrate Adantodé sont allés faire le constat que voici. Il est 11h05 ce mercredi 17 novembre 2021. Nous sommes dans les encablures du lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Ces bruits sont ceux d'une partie de baby-foot à laquelle s'adonnent les élèves, y compris même des élèves filles. Je vais jouer souvent après le cours lorsque je n'ai pas de cours. Et c'est souvent à quelle heure? Quand même, si on sort de 10h, on peut venir jouer pour quelques temps. Et le soir aussi? Non, pas encore. On joue ça parfois, si on n'a rien à faire, on peut venir jouer. C'est pour se distraire qu'on vient jouer. On nous intéresse de la maison. Des apprenants dans des centres de jeux de baby-foot et de PlayStation, le phénomène n'est pas étranger à l'administration du lycée Mathieu Bouquet. Oui, c'est vrai. Je ne dirais même pas que c'est seulement la sortie des classes. Il y en a qui abandonnent les classes pour aller jouer, ce qui n'est pas normal. Il y en a qui laissent les cours carrément. Il a cours de 10h à midi par exemple, il quitte les cours et il va jouer parce qu'il est passionné par le jeu. Ce n'est pas normal. La conséquence de cette situation est qu'elle impacte négativement sur les performances scolaires de ses apprenants. Naturellement, un élève qui ne va pas en classe et qui laisse les cours pour aller jouer, d'office, si il y a une interrogation, il a 0. Il ne peut pas comprendre comme celui qui est au cours. C'est plus que normal que ça influence ses performances scolaires. Ça nous appelle des fois d'apprendre, parce qu'on n'arrive pas à apprendre des fois. Tu es en quelle classe? Je fais la 5e. Oui, j'ai envie de rester ça pour apprendre, parce que la semaine prochaine, on a les devoirs. En tout cas, du côté de l'administration, l'on rassure de ce que les dispositions seront prises pour corriger le tir. Ça va se régler, ce qui est sûr, on n'a pas la force de police pour aller tout de suite saisir ou bien fermer ces centres de jeu. Mais on va faire la démarche vers eux pour leur dire de quand même voir et d'arrêter, en tout cas, d'avoir un comportement responsable. C'est vrai, mais les promoteurs, je parle des promoteurs parce qu'ils veulent bien gagner de l'argent. Et ces jeux-là qu'ils installent, c'est pour les enfants qu'ils le font, mais pas aux heures de cours. On ne fera que la démarche, mais quand ça ne va pas porter, on va être obligé alors de faire aussi une démarche à l'endroit de la police républicaine pour leur montrer la gravité de l'installation de ces centres de jeux-là autour des collèges. Il faut dire que le développement des centres de jeux aux alentours des établissements scolaires à Parakou ne s'observe pas seulement au lycée Mathieu Bouquet. Plusieurs autres collèges, aussi bien du public que du privé, sont concernés par ce phénomène qui n'est pas sans impacter les résultats scolaires. Depuis 2020, la gestion des eaux dues au sud du Bénin a connu un certain nombre d'améliorations. Le constat, vous le savez, le gouvernement a essayé d'organiser la collecte et le traitement des déchets à travers une structure, la Société de gestion des déchets de salubrité. Et pour ce faire, des organisations non gouvernementales travaillent avec cette dernière pour la collecte. Elles ont chargé de transport de ces déchets sur les centres d'enfouissement comme celui de Ouessé dans la commune de Ouida. Reportage. Ce camion de la Société de gestion des déchets de la salubrité, comme d'autres, va ainsi pour déverser son contenu au point d'enfouissement. Tous les jours de la semaine, c'est à ce mouvement que sont soumis ces camions pour le besoin urgent de traitement des déchets ici sur le site de Ouessé, commune de Ouida. La SGDS, conformément à sa mission, ne laisse pas les déchets traîner sur les sites de regroupement. Le dispositif que nous déployons aujourd'hui est un dispositif complet. Dès que les déchets quittent le ménage, ils passent plus 24 heures dans le quartier. Et puis après ça, parfois, on transite par le centre de transfert de Bégamin, qui est aussi un point de rupture comme les points de regroupement. Et on les convoie sur, effectivement, les deux centres d'enfouissement technique, celui de Ouessé, qui est à 35 km de Cotonou, et celui de Tacon, qui est à une soixantaine de kilomètres de Cotonou, précisément dans la commune de Sakété.
Ces déchets sont ceux collectés au niveau des ménages réunis au sein du Grand Nokoué. Une mission qui assigne des tâches spécifiques de collecte, de regroupement et d'enfouissement à la société. En quelques mois d'opération, c'est un travail immense que la société a abattu. Par exemple, pour les 6 mois d'activité que nous avons fait l'année passée, nous avons enfoui environ 150 000 tonnes de déchets. Ça, c'est sur 6 mois, ce qui est relativement une performance quand on compare ce qui doit être produit et ramassé. Ce qui doit être produit et ramassé en termes d'estimation, environ, ça fait 380 000 tonnes. Et donc aujourd'hui, nous sommes au moins à environ 300 000 tonnes de déchets que nous avons convoyés sur ces 2 centres d'enfouissement technique. Nous n'aurons pas droit à l'opération même d'enfouissement. Ici, au pesage-péage, les camions transportant des déchets passent un certain nombre de contrôles avant. Ensuite, ils se dirigent sur les lieux mêmes où se fait le traitement. Nous avons 2 types de camions qui viennent à Wessé. Les camions de 15 mètres cubes et des camions à 30 mètres cubes. Une fois ces camions arrivés à Wessé, et ils présentent les bons de déversement aux responsables pesés qui précisent le nom du chauffeur, l'immatriculation, la provenance de ces déchets. Et on prend le camion chargé. Il va pour déverser, il revient. On prend également le poids vide du camion pour pouvoir avoir le poids net du déchet transporté. Lorsque les déchets arrivent là-bas, nous avons un opérateur qui nous appuie pour mener les opérations d'enfouissement. C'est une opération assez technique, assez minutieuse, qui permet d'enfouir de manière vraiment technique et respectueuse de l'environnement ces déchets. Ils déversent ces déchets. Il y a des engins qui sont là pour entasser, pour compacter. À Wessé, dans la commune de Ouida, des maisons ne sont pas trop loin du site d'enfouissement. La SGDS veille donc au grain et fait de son mieux. De façon trimestrielle, la SGDS fait l'analyse de l'eau. Ils viennent pour prélever de l'eau du lac pour pouvoir traiter, voir si il n'y a pas d'impact au niveau de ce cours d'eau. Également, on a des structures qui sont chargées du traitement des villages environnants à travers la pulvérisation. Et pour ces gens d'infrastructures, on ne les construit jamais si une étude d'impact environnemental et social n'a pas été respectée. Et pour je crois également pour Takon, il y a eu même, on est allé jusqu'à une audience publique. Donc ces infrastructures ont été construites en respect des normes environnementales et sociales. Dans leur grande majorité, les ménages ne font pas de tri des déchets à leur niveau. Une tâche que s'assigne désormais la SGDS, en croit son directeur général, qui explique qu'à la fin de cette année, il est prévu 20 unités de tri, ce qui permettra à la société de récupérer 70 000 mètres cubes de matière fine et 1200 tonnes de matière récupérable. Un fait déplorable dans ce trésor au Bénin, vivre au voisinage d'une cimenterie paraît une tâche assez éprouvante à Guéhékomé. Dans l'arrondissement d'Aglangandan, les populations ne cessent de se plaindre de la poussière émise par la cimenterie de Sekandji. De quoi révèle-t-il concrètement? Une équipe de rédaction est allée faire le constat pour vous. Voici le reportage de Rafatou Amadou, Ali Momoni et Moufi de Sabouran. Des feuillages d'arbres, des toits et des maisons entièrement recouvertes de poussière. Voici les décors qui se présentent gracieusement aux habitants du quartier Gayokomé à Sekandji. Je suis venu ici en 2001. Bon, moi, je ne savais pas que la poussière avait une telle ampleur. Taïrou Adamou est fonctionnaire à la retraite. Son domicile est situé à quelques mètres, derrière la cimenterie de Sekandji. Une petite visite dans sa maison et le constat est là. De la poussière qui prend le dessus sur l'entretien. Bon, on ne peut rien, on vit dedans comme ça. Comment on veut arriver un fonctionnaire qui est à la retraite et a de l'argent pour aller s'acheter encore une autre parcelle ailleurs?
Nous nous débrouillons, on est dedans, avec les maladies, tout ça, les enfants sont malades, vous constatez vous-même. Donc, moi, je me suis dit, j'ai tiré une conclusion. J'ai dit que nous sommes en Afrique, les Africains, c'est comme ça. La situation est la même dans toutes les habitations environnantes. Entre les plaintes et les désolations, les populations ne savent plus quelle posture adopter. À notre arrivée dans le quartier, tout le monde veut s'exprimer. Nous sommes vraiment bombés de poussière ici. Et vraiment, on vit au quotidien une grande désolation. Et les poussières nous envahissent, vraiment pas possible. On ne peut même pas, vous ne pouvez pas laisser la nourriture à la maison sur la table et revenir manger 5 minutes après, vous ne pouvez pas. Tous les jours, il faut essuyer, tous les jours. C'est pour cela que par moment, moi, je suis obligé de quitter la maison des fois toute la journée. On ne peut plus. On ne peut plus supporter. On a tout fait. On s'est soulevé, on est allé chez eux là-bas, mais rien. Les conséquences de la poussière dégagée par les cimenteries sur l'organisme humain sont énormes. Selon Gildas Agodopessi, professeur agrégé de pneumologie, le risque pour les habitants du voisinage d'une cimenterie de contracter les maladies respiratoires est élevé. L'inhalation de la poussière peut même être la source d'autres maux. Ces poussières générées, quand elles rentrent en contact avec l'organisme, c'est surtout les voies respiratoires qui sont les plus concernées, puisque la plupart du temps, nous arrivons à protéger la peau, mais c'est les voies respiratoires. Et vous savez, bien qu'étant un viscère profond, le poumon est exposé à l'environnement extérieur de par les narines. Et puis la grande surface d'échange des poumons fait que c'est l'organe qui est le plus exposé. Certes, il y a d'autres organes, les yeux, la peau, la bouche et tout ça, mais c'est particulièrement les poumons qui sont les plus exposés parce que la respiration étant un phénomène spontané, un phénomène qu'on ne peut pas contrôler, quand nous respirons, forcément des particules rentrent. Si l'environnement se porte mal, la santé humaine est affectée, c'est totalement clair. Donc c'est ça, c'est parce que l'environnement est pollué par ces poussières qui contiennent des microbes que la santé est affectée. Qu'est-ce qu'on poursuit en veillant à la protection de l'environnement? On veille à la bonne santé, à la sécurité sanitaire des animaux, des hommes. C'est pour ça qu'on parle tout le temps de l'environnement. Si l'environnement n'est pas sain, ta santé n'est pas saine. À Sekandji, les responsables de la Simbénin sont bien conscients de la poussière que dégage leur usine. Face à une telle situation de pollution environnementale, ils nous confient que de nombreuses dispositions sont prises pour réduire l'évaporation de la poussière. Nous améliorons l'environnement pour que nos voisins puissent être dans un environnement sain. Donc l'usine est tellement rigoureuse par rapport à elle-même, par rapport à la gestion de l'environnement. Donc ce qui fait que nous sommes lancés dans le processus de certification. Donc Simbénin, la seule usine, je dirais, au Bénin, certifiée avec une triple certification ISO 14001 qui est liée à l'environnement, ISO 18001 qui est liée à la sécurité et ISO 19001 qui est liée à la qualité. Il y a une émission de poussière juste à la hauteur de l'usine qui s'envole vers la communauté. Parce que nous voyons ici le vent, ici est un peu orienté sud-ouest. Donc dès que la poussière se soulève, elle s'envole vers la communauté. Donc nous avons identifié ce point-là et nous sommes allés jusqu'à supprimer certains équipements. Créée en 1977, la Simbénin est aujourd'hui en plein cœur d'une agglomération. Et bien qu'étant des pôles importants de l'économie, les cimenteries ont un impact considérable sur l'environnement. On les rencontre souvent sur des chantiers de construction, pourtant ils n'ont aucune qualification. Ce sont les aides-maçons. Leur rôle est important pour faire avancer les travaux et dépend pour la plupart du temps de la multiplicité des tâches sur le chantier. Dans ce reportage, vous allez voir ou suivre, bien entendu, les différentes réalités des aides-maçons. Un job temporaire qui parfois débouche sur un emploi. Ce matin, Claude est descendu sur son chantier pour constater l'évolution des travaux. Depuis quelques semaines, ce chef maçon est sur ce marché de construction d'un immeuble de type R+2. Sur ce chantier, on est à R+2 maintenant. Maintenant, on est au niveau chaînage. On est en train de préparer le niveau hauteur chaînage maintenant. Le frère va commencer par poser les fers. Là, c'est le niveau linteau, ça. Après le niveau linteau et à niveau dalle. Pour lancer ce chantier,
Claude a recruté plusieurs artisans, parmi lesquels les ferrailleurs et les coffreurs. Il s'est également attaché les services d'autres ouvriers, communément appelés les aides-maçons. Ceux-ci n'ont souvent aucune qualification dans le domaine de la construction, mais ils sont d'une grande utilité pour l'accélération des travaux. Une seule personne ne peut pas construire un chantier. Tu dois besoin de manœuvres, ceux qui vont te servir, va te prendre de l'eau, du sable. C'est pourquoi on a besoin de manœuvres pour rechercher sur un chantier. Il est nos ambassadeurs et nos yikandi. Sans manquer moyen là, à te baïkaka et manquer. En baï tout l'eau, mais il est nos ambassadeurs et non. C'est que à papa nous sort mille sous maçon là-bas. Actuellement, aucun aide-maçon ne travaille ici. Et comme l'explique le chef chantier, leur recrutement dépend du niveau des travaux et du besoin en main-d'œuvre. Pour commencer une fondation, on a besoin beaucoup de manœuvres. Mais maintenant, arrivé à certains niveaux, on les loie un peu, après on les interpelle. Souvent, ce sont des personnes qui sont au chômage ou qui ont des difficultés financières qui exercent ce job. C'est un métier temporaire qui permet de joindre les deux bouts. Depuis quelques années, Ézéchiel, étudiant en 3e année à la faculté des sciences humaines et sociales, fait de petits jobs pour subvenir à ses besoins. Il était au début sur le chantier de Claude. Je faisais ce boulot, parce que quand on finit les cours, souvent on reste à la maison, on ne fait rien. Il faut toujours déranger les parents, de l'argent. Ça fait qu'à un âge donné, on n'a plus envie de déranger les parents. Donc il faut qu'on se prenne en charge soi-même. C'est pourquoi on se débrouille avec ce boulot. C'est pas mal, on trouve un peu. Au moment où il y a un chantier, il y a d'autres qui passent pour demander s'il y a du boulot à faire, à nous aider. En ce temps-là, on les interpelle. Mais il y a d'autres qui sont nos connaissances, qui ne font rien à la maison. On est obligé de leur dire de venir travailler avec nous sur le chantier. Au Bénin, les aides-maçons travaillent souvent 8 heures de temps dans la journée. Mais cela varie également d'un chef maçon à un autre. C'est pareil pour la rémunération. Le montant standard tourne autour de 2000 francs par jour. Pour l'aide locaux, nous avons 2000 par jour. Et ça dépend de Minanche. Et maintenant, il y a 2000 euros, mais les tiens sur 2500, 3000, 4000 même. Par exemple, ici maintenant, on travaille de lundi. Chez quelqu'un et chez les autres, c'est 7 heures, mais ici, on travaille de 8h à 18h, 19h comme ça. Et la rémunération, c'est à 2000 francs par jour. D'autres peuvent payer 1500, d'autres 2500. Ça dépend du chef chantier et ça dépend de la zone aussi. Pour être un aide-maçon, il est nécessaire d'avoir un atout physique important. À la recherche du pain quotidien, parfois, il y a des aides-maçons qui finissent par se convertir au métier de maçonnerie. Et bien voilà, nous sommes à la fin de ce 13h au Bénin. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme à vous sur Canal 3 Bénin. À très bientôt.